J'espère que vous avez bien profité de cette pause afin de jeter peut-être un œil à l'extérieur. C'est une très belle journée ici à Ottawa. Welcome back, everyone. Bienvenue de retour à tous. On vous rappelle que nous utilisons le portail de chat GC. Allez sur VExpo pour poser les questions. Vous pouvez vous renvoyer au courriel qui vous a été envoyé pour l'adresse. C'est le même chat que nous avons utilisé plus tôt. J'aimerais maintenant vous présenter le fondateur de Burning AI et également associé de AI Fund, président de Groove Saga et professeur adjoint à l'université St. Ives. Le docteur Ing a changé de nombreuses vies à travers de son travail dans le domaine de l'intelligence artificielle et il travaille principalement à chercher les meilleures façons d'accélérer les pratiques d'intelligence artificielle. Je l'invite à faire une présentation de 20 minutes, suivie d'une conversation avec inaudible. Interprète s'excuse. Andrew, la parole est à vous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. L'intelligence artificielle est peut-être la technologie la plus chamboulante de cette époque et les gouvernements ont un grand rôle à jouer. Donc ce que j'aimerais faire, c'est commencer avec certaines observations à propos du présent et de l'avenir de l'intelligence artificielle et puis je me réjouis de voir toutes vos questions et d'avoir une conversation. Et si je peux jouer un petit rôle pour que nous aidions à la montée de l'intelligence artificielle au Canada, ce serait formidable. Alors je vais vous montrer mes diapositives. Alors quel est le présent et l'avenir de l'intelligence artificielle? Certaines personnes aujourd'hui disent que l'intelligence artificielle s'en vient. Je crois que c'est très bien que les gens disent ça. Mais je crois que c'est pas tout à fait vrai. L'intelligence artificielle est déjà là et transforme de nombreuses entreprises et industries. C'est une force qui va continuer de prendre de l'ampleur. Alors avant de se plonger dans l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire et quels sont les risques, je voudrais démystifier l'IA un petit peu. Même si c'est une force très puissante, il y a également eu de l'agitation inutile et des attentes non réalistes. Donc je pense à l'IA comme ayant deux catégories principales. L'intelligence artificielle étroite, l'ANI, qui peut être très précieuse, comme pour les haut-parleurs intelligents, les voitures autonomes, qui améliorent les recherches dans les navigateurs Internet, pour l'agriculture, les usines. Ils font une chose en particulier très bien, et ça c'est très précieux. À cause de tout le progrès qu'on a dans l'ANI et tout ce progrès qu'on a pu voir, il y a beaucoup de progrès dans l'AI, dans l'IA plutôt, mais les gens pensent aussi qu'il y a beaucoup de progrès dans l'intelligence artificielle générale, ce qui est cet autre concept qui serait de laisser l'IA faire tout ce que les humains peuvent faire. Moi, je vois beaucoup de progrès dans l'ANI qui transforme les industries et la société, mais je ne vois pas beaucoup de progrès du côté de l'AGI. J'espère qu'on va y arriver, mais je pense que certaines des prédictions sur des robots qui reprennent la planète et la super-intelligence, je crois que ces prédictions ont été exagérées. Et ça a été un peu une distraction de voir comment se protéger de l'AGI. Et toutes ces bêtises retirent de l'attention importante pour réfléchir à comment orienter l'ANI comme on le veut pour la société. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA? C'est quelque chose d'assez mystérieux. Alors, pour le démystifier un petit peu plus, il s'avère que 99% de la valeur créée par l'IA de nos jours, beaucoup de valeur, c'est au travers d'un seul type de technologie qui s'appelle l'apprentissage supervisé. Et ça veut dire de la cartographie de X et Y, de l'entrant au sortant. Donc par exemple, avec les courriels et le pourriel, c'est très simple, ça l'identifie et ça le met dans un
au travers d'un filtre en particulier, mais le fait que le système de courriel soit utilisable est en grande partie à cause du filtre des pourriels. La reconnaissance vocale, ça marche beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années. Et c'est l'intelligence artificielle qui prend une entrée audio et le transfère en texte. Et c'est pourquoi on peut maintenant parler à ses téléphones, à ses haut-parleurs, etc. L'application la plus lucrative, c'est certainement la publicité en ligne, à travers différents systèmes. Pas la chose la plus inspirante que j'ai faite de ma vie, mais c'était très lucratif pour certaines plateformes en ligne qui font ça correctement. Ça prend de l'information à propos de vous et on se demande si vous allez cliquer sur cette publicité ou non, parce qu'en vous montrant des choses plus pertinentes sur les choses que vous aurez plus de chances de cliquer, ça a un impact direct sur les plateformes en ligne. Et peut-être plus inspirant, le domaine médical, des radios, on peut examiner des radios et savoir si quelqu'un a la pneumonie par exemple, sans que c'est utile pour le diagnostic. Donc lorsque l'on voit des utilisations de la sorte, ça peut créer beaucoup de valeur. Donc de nos jours, je travaille sur les applications d'apprentissage supervisé, de la fabrication, de l'agriculture et d'autres types de projets. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de cas d'utilisation. Je sais que différents gouvernements dans le monde ont pensé à comment utiliser cela. Et on ne manquera pas de créativité et d'idées, j'en suis sûr. Donc dans l'espace commercial, on voit le mouvement qui continue de s'accélérer pour l'IA. Les recettes du marché de logiciels de l'IA devraient continuer d'exploser dans les années à venir. Il y a également une étude bien citée du McKinsey Global Institute qui estime que 13 milliards de dollars de valeurs seront créées par l'IA d'ici 2030. Donc le PIB aux États-Unis est de 19 trilliards de dollars. Donc d'ici 2030, ça serait 2 tiers de l'économie américaine représentée par l'IA. Mais je prends ces chiffres avec un grain de sel, mais c'est peut-être une estimation assez raisonnable. Une chose intéressante pour moi au niveau de cette étude, c'est que ça montrait que beaucoup de la valeur créée se trouvera dans un domaine d'industrie tel que la vente au détail, le déplacement, le transport logistique, automobile, matériaux, etc. Ce que nous avons fait dans le monde de l'IA, c'est que nous avons créé beaucoup de valeur pour les compagnies de consommation sur Internet. Et l'IA a beaucoup d'effets sur les entreprises sur Internet et beaucoup de façons de créer de la valeur à l'avenir dans ces industries. Et tous les pays, toutes les nations doivent encore travailler là-dessus. So the future of AI will... Et donc l'avenir de l'IA sera que chaque industrie sera transformée. Même malgré la pandémie, l'IA a accéléré. On peut voir que certaines entreprises ont ralenti leurs investissements en IA, mais d'autres les ont accélérés. Et lorsque je parle de différents pays, on voit que le monde bifurque. Par exemple, je parle avec des PDG du monde de la vente au détail, et ce que je vois, c'est qu'il y a 2 types de comportements. Pour la raison de la Covid, il y a certaines entreprises qui sont fortement en difficulté. Ces entreprises ont ralenti leurs investissements dans l'intelligence artificielle parce qu'ils n'ont pas les fonds. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises, plusieurs entreprises de vente au détail qui s'en sortent pas trop mal, qui ont des ventes en ligne, etc. Et parce que le monde est devenu encore plus numérique avec la Covid, les gens achètent des choses de chez eux, tout le monde travaille de chez soi. Ils voient une accélération de la société du numérique et accélèrent leurs investissements au niveau de l'IA. Et donc l'un des effets malheureux que cela a, c'est que le secteur de vente au détail et d'autres industries vont de plus en plus vers
il y a ceux qui sont positivement impactés, qui accélèrent leur investissement, et ceux qui sont défavorisés par la Covid et qui ne peuvent plus suivre. Et ça va être un défi important pour la société et le monde de l'entreprise. Et au niveau macro, on entend parler de l'IA. Nous avons l'impression qu'on en entend parler, c'est inévitable, ça s'en vient, c'est au-delà de la capacité d'une nation d'empêcher la montée de l'IA à ce stade, et ça chamboule les choses. J'ai du mal à penser à une industrie qui ne va pas être transformée. Ça affecte toutes les industries, ça va affecter toutes nos vies, et l'intelligence artificielle est une technologie. Donc, malheureusement, c'est neutre en valeur. Ça va être utilisé pour beaucoup de bonnes choses, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des cas d'usage problématiques de l'IA. Donc, il y a des facteurs très compliqués qui affectent la montée de l'IA, et simultanément, dans beaucoup d'organisations, il y a une peur ou une paralysie. J'espère que ce que je vois pour les organisations et les pays qui se placeront bien, c'est que c'est beaucoup plus important d'être proactif que réactif et d'anticiper certaines des choses qui s'en viennent. Comment est-ce que l'IA va affecter la concurrence? J'aimerais que toutes les nations démocratiques y pensent pour être sûr que l'on puisse jouer un rôle qui permette de faire avancer le monde vers un monde meilleur pour tout le monde. Et donc, une des choses auxquelles je pense beaucoup, c'est comment est-ce que l'IA peut bénéficier différents pays dans les secteurs de fonction publique. Il y a un pays que je ne peux nommer, mais où le président et tout le conseil des ministres ont dû apprendre à propos de l'intelligence artificielle, et dans l'année qui s'en est suivie, on a vu des réglementations plus réfléchies à propos de l'IA. Et le fait d'avoir des chefs de gouvernement qui pensent à comment le mettre en application de façon réfléchie sera important. Une des choses que tous les gouvernements feront, j'espère, c'est trouver des façons de desservir vos électeurs. Tout comme les entreprises aujourd'hui, je trouve des façons utiles de desservir les clients. Je pense qu'il y a beaucoup de façons pour l'intelligence artificielle d'accélérer comment on gère la pandémie, comment on utilise les choses pour collecter de l'information et pour avoir des relations entre les différents pays. Et comment on opère dans les villes, comment on offre des services et comment on réagit plus efficacement aux urgences. L'intelligence artificielle intervient pour aider les services d'urgence à réagir de façon plus efficace. Je crois qu'il y a des centaines de cas que le gouvernement peut utiliser pour servir les citoyens mieux, et la créativité de vous tous va aider dans ces cas-là. Le Canada a créé des instituts de recherche de l'intelligence artificielle, l'Université de Toronto, l'Université de Montréal, UBC, l'Université d'Alberta, l'Université Waterloo, McGill. Et il y a juste quelques-unes des universités et des instituts de recherche qui ont des bons amis dans le travail, et que le travail, je respecte parfaitement. Donc il y a une bonne base de recherche. Et je recommande au Canada d'accélérer cette recherche connectée et de relier ces fondations de recherche formidables aux entreprises et aux applications. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Silicon Valley et les écosystèmes de Pékin sont très sophistiqués, pas au niveau seulement de la technologie, mais pour le relier. Nous avons une base de recherche très bonne sur laquelle se bâtir, et on peut accélérer la cartographie de cette formidable technologie pour les entreprises et les applications. Ah pardon, j'ai réalisé que je ne faisais pas avancer mes diapositives. Alors il faut être proactif par réactif, comme on le disait. Et il y a différentes façons pour
l'AI d'agir. Alors, avec toutes ces options créées par l'IA, je veux parler de certains des défis devant nous aussi. Alors, vous savez, après les élections récentes aux États-Unis, les élections présidentielles, qui ont été plus serrées que ce que beaucoup de gens anticipaient, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, parce que l'IA est une force très dérangeante qu'on espère peut être utilisée pour créer du bien, mais aussi des défis. Laissez-moi vous donner le plus grand défi que l'intelligence artificielle pose à la société, et toutes les nations doivent y penser quant à ce qu'il faut faire. J'ai un point de vue qui n'est peut-être pas un point de vue très répandu, mais que ça crée beaucoup de valeur et d'opportunités. Mais pour moi, le premier défi que l'intelligence artificielle crée pour la société, c'est que cela contribue à une concentration sans précédent de pouvoir et de richesse. Et donc, on voit déjà le début de tout cela, ou peut-être un exemple, pendant de nombreuses années, et aux États-Unis, on pouvait avoir une bonne vie en étant agriculteur, en ayant une petite exploitation. Mais avec la montée d'Internet, ça permet aux acteurs centralisés d'utiliser des outils pour collecter des données partout dans le pays. Et l'intelligence artificielle vous permet de traiter toutes ces données, les données génétiques et de technologie. Et c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'élevage, c'est vrai pour beaucoup d'autres industries également. Et je crois que nous avons pu voir que l'industrie de technologie voit un coup progressif où le gagnant remporte tout. Et depuis une décennie, le logiciel a affecté toutes les industries. Donc ce que je vois dans le monde, c'est beaucoup d'industries, pas juste de la recherche web ou les médias sociaux, mais aussi des choses comme le transport, la livraison d'aliments, la vente au détail, l'agriculture, de plus en plus d'industries qui semblent se transformer en modèle où le gagnant remporte tout, où les industries se consolident, et ça c'est accéléré par Internet qui permet une centralisation et l'intelligence artificielle pour que les données soient traitées de façon très efficace. Donc j'aimerais m'assurer que cette grande quantité de données qu'on crée est partagée équitablement. Et je crois qu'il y a des défis pour être sûr qu'on y arrive. Certains des défis dont je veux parler, la reconnaissance faciale, certains exemples d'approbation de prêts bancaires où il y a eu des cas de discrimination. Je crois qu'il faut pouvoir analyser tout cela. Et d'autres cas de mauvaise utilisation. On a tous entendu parler des deepfakes. Ça, c'est une vidéo de BuzzFeed. Anything at any point in time, even if they would never say those things. It's not in a public address. With what we trust from the internet. It's a time. So Barack Obama did not. Alors Barack Obama n'a pas dit tout cela. C'était BuzzFeed qui créait. There's an actor animating a sort of made-up puppet or a simulacrum of a former President Barack Obama. They sound basic. L'interprète regrette, le son ne permet pas l'interprétation. Le service reprend. Alors comment est-ce qu'on fait face à la désinformation, aux fausses informations qui font appel à la technologie? La question de la sécurité aussi doit être abordée. Comment est-ce qu'on assure la sécurité? On va avoir des voitures autopilotées, par exemple. Et on a aussi un risque de sous-emploi ou je pense que ça va plutôt être du sous-emploi que du chômage.
et qu'on n'aura pas nécessairement un bon filet de sécurité. Donc il faudra aussi faire face à ce défi. Je crois qu'on est vraiment à un tournant à titre de société, en partie du fait de l'IA. Il y a des opportunités de créer beaucoup de richesses. Donc d'un côté, on va créer beaucoup de richesses. Malheureusement, du côté négatif, cela risque d'aboutir à une concentration de pouvoir sans précédent. Et aussi, il va falloir s'occuper de l'équité. Je vais maintenant parler des défis pour l'avenir, pour tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les citoyens. Je pense que l'éducation est une antidote partielle pour avoir un partage plus équitable du savoir et aussi je suis favorable à la loi et au règlement. Il faut avoir des normes justes et on doit aussi avoir des normes et des vérifications qui nous permettent de s'assurer que les normes soient appliquées. Il faut des lois pour lutter contre la désinformation et la sécurité. Les pays, par exemple, devront agir dans le domaine de la médecine pour aider beaucoup plus vite les citoyens et nous protéger contre des effets négatifs. Et donc, les pays verront que les outils novateurs vont porter leurs fruits plus rapidement. Et il y aura aussi des perturbations comme le sous-emploi qu'on connaît déjà. Il faudra aussi compenser cela par l'éducation. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins. L'IA a beaucoup de potentiel, mais peut aussi avoir des résultats plus négatifs. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je peux faire moi et qu'est-ce que vous pouvez faire. Je crois que vous allez tous continuer à vous informer sur l'IA, que vous allez en lire ou en parler avec les institutions de recherche du Canada, que ça va accroître le savoir et qu'on pourra prendre les bonnes décisions. Et mon équipe serait heureuse de vous aider. Et même si je suis aux États-Unis et si je peux rendre service au Canada et à tout le monde, je suis prêt à le faire. Alors voilà mes coordonnées, deeplearning.ai. Merci Andrew. Quelle excellente présentation. Je crois qu'on devrait inviter maintenant Sarah Paquette, la modératrice. Elle est gestionnaire des transactions centrales. Alors, Sarah et Andrew. Bonjour Andrew, it's a real pleasure to have a chance. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de m'entretenir avec vous. Donc, je travaille à l'unité des transactions financières du Canada. Vous voyez qu'on s'intéresse beaucoup à l'utilisation de l'IA pour nous aider. On peut fournir des informations à la police. Je suis au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Alors, comment est-ce que vous êtes intéressé à l'IA, Andrew, et comment est-ce que ça a commencé? Oui, merci beaucoup, Sarah. Oui, moi, je me suis intéressée à l'IA dès mon jeune âge. Mon père était médecin à Singapour et il faisait de la recherche et il publiait des articles sur l'application de l'IA aux diagnostics médicaux. J'ai eu beaucoup de chance lorsque j'étais très jeune d'en apprendre sur les formes fondamentales de l'IA. Et lorsque j'étais à l'école secondaire, je me rappelle que je faisais toutes sortes de photocopies. J'étais secrétaire dans un bureau. Et comme j'étais adolescente, je me suis dit, mais oh là là, mais si je pouvais avoir un robot qui ferait tout ce travail, moi je préfère autre chose. Alors pendant ma carrière,
J'étais passionnée par l'IA comme outil d'automatisation pour essayer d'éliminer un certain nombre de tâches répétitives qui permettent aux êtres humains de se consacrer à des activités plus enrichissantes. Donc, j'ai participé à l'élaboration de ces outils à Google et maintenant à AI, à Deep Intelligence. L'électricité a tout transformé il y a une centaine d'années. Et quand je dis que l'IA, c'est novateur, je pense que depuis l'arrivée de l'électricité, je crois que toutes les industries ont été transformées et l'IA va faire la même chose que l'électricité. Est-ce que vous pensez que les gens utilisent les avantages de l'IA, même sans s'en apercevoir? Oui, je crois que nous tous, on utilise l'IA des dizaines de fois par jour. Chaque fois que vous vérifiez votre courriel, quand vous utilisez une carte de crédit, certainement il y a une intervention de l'IA qui essaye de voir que c'est bien vous qui êtes le détenteur. Chaque fois que vous utilisez un moteur de recherche, chaque fois que vous utilisez un site web pour commander des produits, on utilise tous l'IA des dizaines de fois par jour, même si on ne s'en rend pas compte. Oui, cette discussion, on permet aux gens de ne pas avoir peur parce que on en bénéficie, mais quand on commence à en parler, les gens ont peur ou dites oh, mais qu'est-ce que ça pourrait être dans l'avenir, mais ils se demandent à quel point on a progressé. Alors, compte tenu de ces tendances, compte tenu de ces facteurs qui sont très importants pour pouvoir exploiter le potentiel de l'IA, alors vous avez fait un appel à l'action à la fin de votre exposé. Alors, avez-vous des conseils pour que les fonctionnaires exploitent la puissance de l'IA, même si on commence par quelque chose de petit? Oui, je ferai 2 suggestions. Tout d'abord, continuer à en apprendre davantage. C'est important que les responsables du gouvernement comprennent l'IA au niveau non technique. Et donc, il faut acquérir ce savoir non technique. Et deuxièmement, c'est bien de commencer par quelque chose de petit. Quelquefois, on commence par un projet à petite échelle. On ne va pas transformer tout le pays ou tout le ministère. Lorsque je dirigeais Google Brain, tout le monde était sceptique vis-à-vis de l'IA et était sceptique à l'égard de l'utilisation d'algorithmes. Alors, mon premier projet a été la reconnaissance vocale. Ce n'était pas un projet très important pour Google à l'époque ou même maintenant, mais j'ai travaillé avec l'équipe de reconnaissance vocale de Google pour améliorer cette reconnaissance vocale. Et ensuite, j'ai travaillé sur les cartes Google Maps. Ça permet de géolocaliser des maisons ou des rues. Donc, on a épinglé les maisons sur les cartes de Google. Et après ces 2 projets, j'avais eu suffisamment de crédibilité. Et là, j'ai commencé une conversation avec l'équipe de Google. Donc, si vous vous intéressez à l'IA, commencez par quelque chose de petit. Regardez mon exemple de reconnaissance vocale à Google. Parce que si vous prenez de l'élan, à ce moment-là, vous faites des projets de plus en plus grands. Oui, et c'est probablement la même chose à la fonction publique que dans le monde entier. Mais on investit l'argent des contribuables. Donc, il y a beaucoup de prudence qui accompagne cela parce qu'il faut avoir des résultats. Donc, c'est très important de commencer par quelque chose de petit pour acquérir de l'élan et puis pour augmenter les capacités de prendre davantage de risques. Mais l'intelligence
artificielle modifie les industries et on ne veut pas être à la traîne parce que sinon on risque de régresser. Alors, vous avez dit qu'on devrait servir les Canadiens en démontrant aux citoyens qu'on peut mieux les servir. Est-ce que vous avez des exemples de ce que font d'autres pays? Oui, à propos de l'électricité. L'électricité est utilisée pour des centaines de mille usages différents. Donc, l'IA, c'est un peu pareil. Je vois des choses passionnantes, par exemple, pour prioriser les réactions en cas d'urgence. Par exemple, nous, au Canada, on a des ouragans. Comment est-ce qu'on priorise les interventions d'urgence? Il y a des organisations qui cherchent à utiliser l'IA pour détecter la fraude fiscale, la fraude financière, en utilisant l'IA. Quoi d'autre? Aussi, optimiser la prestation des services au niveau municipal. Par exemple, en Asie, on utilise l'IA pour automatiser les feux de circulation. Et il y a aussi les services de sécurité qu'on peut améliorer. Les gouvernements peuvent être utilisés pour améliorer la sécurité, mais aussi pour porter atteinte à la protection de la vie privée. Mais je crois que le Canada a de bons antécédents en la matière. Certains pays utilisent l'IA pour établir des directives dans des systèmes traditionnels. L'importance du rôle du gouvernement, c'est de permettre que les entreprises utilisent l'IA. Par exemple, la médecine, en médecine, ce sont des systèmes qui ont été créés avant l'IA. Et il y a des résultats qu'on ne veut pas. On veut de meilleurs soins pour les patients, on veut des coûts plus bas, mais il y a certains risques pour les patients qu'on veut éviter. C'est important que les gouvernements repensent les règlements pour favoriser les applications de l'IA. Par exemple, il y a une entreprise aux États-Unis qui a fait voler des drones au Rwanda parce que c'était interdit aux États-Unis et parce que le Rwanda avait une réglementation. Alors, le Rwanda a pu détecter ces drones et ensuite on les a repérés aux États-Unis. Donc, ça dépend beaucoup de la réglementation du pays. Le Canada a beaucoup d'industries florissantes et ça serait utile d'appliquer l'IA à ces industries. Lorsque je m'entretiens avec certains responsables publics, je dis examiner les industries canadiennes et introduisez l'IA. Parce que moi, depuis la vallée du Silicon, je ne suis pas vraiment qualifiée pour vous dire ce que vous devez faire au Canada. Oui, c'est de très bons conseils. À la fin de votre exposé, vous nous avez montré des principes différents et des facteurs qu'on doit examiner lorsqu'on parle du cadre pour l'IA, comme la réglementation, l'éducation. On doit élaborer un cadre réglementaire, un cadre d'orientation. Vous nous avez présenté un certain nombre de facteurs, mais quels seront les facteurs sous-jacents pour élaborer ce cadre au Canada? Bon, je vais vous livrer certaines réflexions. L'éducation, c'est très important.
au niveau de la société. Il faudra que la population active connaisse l'IA. Il faudra éduquer les responsables d'entreprise et aussi des développeurs d'IA. Il y a une énorme pénurie de développeurs en matière d'IA dans le monde entier. L'éducation peut aussi aider les personnes dont les emplois sont perturbés et qui vont devoir se reformer. Il faut un filet de sécurité sociale. Il est important que l'État intervienne pour mettre en place un cadre réglementaire. Des politiques d'intérêt général devront protéger les citoyens pour que les technologies IA puissent créer la valeur potentielle. Et moi, si je regarde ma vie, on a travaillé de concert. Il faut des partenariats multilatéraux entre pays qui permettent d'envisager différents scénarios. Ça, c'est un bon cadre. Ce serait la façon dont devrait agir tout pays. La communauté IA est en fait hyper connectée. Le Canada, il joue un rôle solide, un rôle important. Et je crois qu'il faut continuer à investir dans la collaboration entre nations, la collaboration transnationale. Oui, c'est une très bonne remarque. Et je crois que la Covid nous a enseigné qu'on doit prodiguer une formation à notre population pour qu'elle se perfectionne. Parce que les personnes qui étaient au bas de la chaîne ont été plus touchées. Donc, proposer une formation et un perfectionnement en matière de numérisation permettra aux travailleurs d'avoir accès à de nouveaux débouchés. Donc, il faut intégrer l'IA dans tout le cadre de numérisation. C'est très important pour offrir des possibilités de formation. Oui, je crois que les estimations sont qu'il y a 4 ou 5 millions d'emplois qui sont perturbés à la suite de l'IA, mais il y a même un nombre supérieur d'emplois qui vont être créés. Je crois qu'on ne va pas manquer d'emplois. Mais actuellement, la solution n'est pas de faire de tout le monde un informaticien. Mais on n'a pas assez de professionnels de la santé, on n'a pas assez d'enseignants. Et aux États-Unis, on a une pénurie de mécaniciens de l'automobile. Donc il y a des gens qui sont sous-employés. Avant la Covid, il y avait des gens, par exemple, qui me parlaient de leurs ambitions de carrière. Et souvent, ils ne veulent pas simplement être chauffeurs de taxi. Et il faudrait qu'ils accèdent à l'éducation pour qu'ils puissent devenir enseignants, ou pour qu'ils puissent devenir informaticiens, ou qu'ils puissent être intervenants en matière de santé. Là, le gouvernement a un rôle à jouer pour assurer un filet de sécurité et pour financer le recyclage des employés, pour qu'ils puissent prétendre à de nouveaux emplois, qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et pour qu'ils puissent aussi payer des impôts, ce qui finance l'économie. Oui, alors tout le monde est gagnant. Alors, avez-vous des conseils? Vous avez parlé de la centralisation du pouvoir. Donc il faut travailler ensemble, il faut travailler avec le secteur privé, petit, moyen et gros. Des conseils sur cette centralisation du pouvoir et le rôle du gouvernement? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à cela. Vous savez, si je regarde il y a 50 ans, je pense à l'avenir, je pense à ma fille, un jour je serai plus là, et je veux que les choses soient en aussi bonne posture que possible pour ma fille et pour les enfants des autres aussi. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça?
Et je m'inquiète que d'ici 50 ans, si je regarde vers l'arrière et qu'on se dit la société est en mauvais état, il y a des problèmes d'équité, de justice, et je crois qu'il faut qu'on travaille dur pour les résoudre. Mais il y a une chose qui m'inquiète vraiment au niveau de ce que sera la vie de ma fille, c'est comment s'assurer que la richesse que l'on crée, des grandes quantités de richesse, soit répartie équitablement entre les différents membres de la société. Alors je n'ai pas de réponse facile à cela, j'aimerais. Mais il faut que les gouvernements du monde s'engagent dans cette discussion et essayent de rédiger un cadre multilatéral et nous permettre de naviguer dans la société pour arriver là où on voudrait être. Et il est possible qu'un pays sera assujetti aux compagnies, entreprises technologiques d'autres pays et que les régulateurs ne pourront pas influencer ça. On voit déjà ça dans le monde d'aujourd'hui. Donc comment est-ce que tous les gouvernements, de façon raisonnable, puissent exiger de la transparence quant à comment les pays opèrent à l'étranger, utiliser cette transparence pour voir ce qui se passe. Quelle publicité est-ce que les entreprises montrent à d'autres citoyens et comment on peut faire de vérification de ces entreprises pour les tenir à certaines normes. Donc je crois que la transparence, des normes claires et la capacité à vérifier face à ces normes, ce sont certaines idées, mais il y a beaucoup plus d'autres choses à faire. Eh bien, merci beaucoup Andrew. Nous allons passer aux questions du public dans quelques instants et je vous demanderai votre dernier conseil avant qu'on passe aux questions des participants. Alors je vous dirais que l'IA est déjà là, donc, et tous les signes que je vois, c'est que l'IA est arrivée au pouvoir au travers de forces fondamentales, de meilleurs algorithmes, de la meilleure informatique, et donc j'en conclurai que l'IA va continuer de monter. Il y a de plus en plus de données, de plus en plus du monde devient numérique, et la communauté de chercheurs formidables dans le monde qui inventent toujours plus grandit. Donc l'IA va continuer de prendre de l'ampleur, et je crois que c'est important que les gouvernements puissent aider à servir nos citoyens. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons utiliser GC Messages pour poser des questions. Vous pouvez accéder à la fonction de chat à travers de vexpo.da-an.ca. Et je vais prendre les questions dans le chat et les poser à Andrew. Alors Andrew, votre première question. Est-ce que la réponse à AGI est une solution unique ou est-ce un réseau de systèmes ANI? Alors je ne sais pas si vous voulez dire la façon de le construire peut-être. Moi je ne sais pas. Ce serait ma réponse tout à fait honnête. Je ne crois pas qu'il y aura un réseau de solutions ANI. Il y a quelques années, quelqu'un a écrit un ouvrage où on catégorisait un grand nombre de choses que font les êtres humains et disait si on les construisait un à la fois, peut-être qu'on arrivera à AGI. Mais il s'avère que ça ne marche pas comme ça parce que les humains font beaucoup trop de choses pour que les ingénieurs les construisent une à la fois. Donc je crois que la réponse à l'AGI, peut-être que ça sera dans 100 ans ou plus. Ça sera peut-être des algorithmes d'apprentissage généraux assez limités, mais je ne connais personne qui a la feuille de route vers l'AGI. Alors parfois on entend des chefs de file dans le milieu des affaires qui disent comment le construire, mais moi je connais les ingénieurs à leurs équipes qui ne savent pas. Ils disent non, il n'y a pas d'ingrédient secret, on ne sait pas. Ce n'est que de la frime. Donc j'aimerais beaucoup que ce soit l'avancée technologique, qu'il y ait une avancée technologique pour y arriver, mais je ne sais pas comment le faire.
Et je crois qu'il faudra plusieurs avancées technologiques avant qu'on sache clairement comment construire l'AGI. Ça sera peut-être dans 50 ans, peut-être dans 500 ans. Moi, j'aimerais travailler plus là-dessus, mais c'est un défi. Merci. Et en parlant des livres, y a-t-il des livres ou des outils que vous recommanderiez d'apprendre? Alors oui, mon équipe offre des cours sur l'apprentissage en profondeur, le deep learning. Et ce que je trouve, c'est que la plupart des gens apprennent mieux par vidéo et l'éducation en ligne interactive qu'en lisant des livres. Je trouve que lorsqu'il y a le même contenu disponible sur un livre et un cours en ligne, pour moi et pour d'autres, la vitesse de l'apprentissage est beaucoup plus efficace en prenant le cours qu'en lisant un livre. C'est juste anecdotique comme preuve, mais et moi j'enseigne des formations de spécialisation en deep learning. Donc ce sont des formations intéressantes qui seraient utiles pour les techniciens. Très bien, c'est intéressant ce que vous avez dit à propos de la façon d'apprendre parce que ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Donc, il y a des gens qui aiment apprendre au travers d'interactions, d'autres qui aiment apprendre en lisant des livres. Mais clairement, lorsque je regarde la plus jeune génération, regarder une vidéo, ça semble être quelque chose qui se fait toujours. C'est comme si la plus jeune génération est plus éduquée que jamais parce qu'on apprend tout le temps au travers de ces outils. Donc s'ils veulent s'investir dans l'IA, ça sera très utile pour eux. Alors une autre question, vous avez dit que nous n'avons pas eu beaucoup de progrès au niveau de l'AGI, mais il y en a beaucoup qui ont parlé avec GP-3 diraient autrement. Est-ce que vous pensez que les réseaux de transformation offrent beaucoup à l'AGI ou est-ce qu'on en est encore loin? Alors je crois que OpenAI a fait du très bon travail à ce niveau-là et l'équipe Google a fait du très bon travail aussi. Alors j'ai travaillé avec l'interface GP3, c'est du très bon travail, mais j'ai l'impression d'extrapoler de cela vers le niveau d'AGI humain semble être, c'est loin d'être gagné. Alors l'autre jour, j'essayais d'amener GP3 à me raconter des blagues et ça ne marchait pas. Il n'arrivait pas à me faire des blagues très, très drôles. Je crois que c'est un très bon outil, mais il y a juste une remarque, c'est que en le formant sur la langue, c'est un texte avec lequel on peut converser sur différents sujets. Il ne s'agit pas juste de parler de médecine ou des nouvelles d'aujourd'hui. Il y a un modèle langagier qui peut parler de différents sujets, donc ça c'était assez intéressant, mais on a toujours l'impression qu'il y a des défis conceptuels qui doivent être surmontés avant qu'on puisse se rapprocher d'un niveau d'AGI humain. Merci. Une autre question traite du manque de collaboration. Alors je ne sais pas si... Bon, vous savez plutôt lorsque l'on parlait de l'importance des partenariats et de la collaboration avec le secteur privé d'autres pays, mais lorsque l'on est dans une grande organisation comme le gouvernement du Canada et que on a différents ministères, la plupart d'entre eux travaillant en silo, est-ce que vous avez des recommandations ou des conseils à donner pour amener les gens à travailler ensemble? Alors c'est intéressant. J'entends beaucoup d'organisations qui s'autocritiquent avec des problèmes très similaires. On est trop en silo. Et l'autre jour, des PDG disaient qu'ils ont 40 projets d'IA dans l'entreprise, qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, ils n'arrivent pas à suivre le tout. Mais je crois que ce sont des choses très communes. Et j'ai l'impression que la question des silos, c'est présent auprès de tant d'entreprises. Mais je dirais qu'il faut faire ce qu'on peut pour briser ces silos. Mais en revanche, même si vous pensez que
vous êtes dans un silo, si vous pouvez trouver un cas d'usage, amenez-le en production, trouvez l'usage. Cet avantage aidera très souvent les autres équipes à être convaincus de se joindre à l'exercice. Après que mon équipe a travaillé sur la reconnaissance vocale, pour que ce soit plus précis, d'autres équipes chez Google ont pu voir à quel point cette équipe-là marchait bien. Et puis au fil des années suivantes, ils ont vu qu'il y a eu des promotions au sein de cette équipe, et donc les gens se disaient je veux une promotion aussi, donc ils ont commencé à essayer de les copier. Donc c'est toujours bien d'avoir des gains rapides pour avoir plus d'alliés, et ensuite on peut avoir plus de succès et avoir encore plus d'alliés. Donc commencer petit, d'avoir des gains rapides, et ça donnera une énergie à tout le groupe. Oui, il s'agit de leadership, comment faire avancer tout le monde. Oui, il y a beaucoup de gestion du changement. C'est tellement dérangeant comme technologie que je pense beaucoup à la gestion du changement. La prochaine question, est-ce qu'il y a un risque du concept drift? Alors oui, le concept drift, c'est lorsque l'on forme de l'IA sur les radios à l'hôpital. On a même publié des articles disant que l'IA marche très bien, mieux que certains radiologues humains. Mais ensuite, vous mettez ça dans un vieil hôpital où les techniciens prennent des images avec un protocole différent. Alors là, l'IA ne marche pas bien. Donc, ce sont des exemples où vous changez certaines données et ça ne marche plus aussi bien. Ça, c'est un problème technique du glissement de concept. C'est un problème important. Je crois qu'on est devenu meilleur en tant que communauté à évaluer ces choses-là. Mais de mon expérience, tout cela se fait lorsqu'il y a des attentes trop élevées. Et puis, nous réalisons que l'on ne peut pas offrir ce niveau d'attente. Donc, je crois que nous avons des outils pour éviter ces glissements et on s'améliore tous pour savoir ce qui est nécessaire. Mais une chose qui m'inquiète plus, c'est toute cette excitation inutile à propos des robots et de l'AGI. J'aimerais bien que tout le monde oublie ce concept parce que cette excitation cause trop de risques que les glissements de concept. C'est important, mais certainement plus facile à résoudre. Merci. Alors, étant l'un des fondateurs d'un système d'apprentissage en ligne, quelles mesures est-ce que les employeurs doivent prendre pour envisager des candidats qui n'ont pas d'éducation postsecondaire formelle lorsqu'il s'agit de l'IA? Et pour vous donner un peu de contexte, beaucoup des postes au gouvernement du Canada ont besoin d'un bachelor's degree pour pouvoir accéder au niveau d'entrée de certaines catégories de postes. Donc comment est-ce qu'on va prendre ces connaissances de gens qui ont appris par d'autres façons? Oui, alors le monde a tellement de gens dans l'IA que c'est très difficile pour le système universitaire de produire assez de talents d'intelligence artificielle dont a besoin le monde. Donc je crois que c'est déjà un fait qu'un très grand nombre de gens dans le monde de l'IA aujourd'hui. You go to school, you go to college, I guess, for maybe. Pas étudier ça, vous allez à l'école, à l'université pendant quelques années pour avoir un diplôme et puis peut-être ensuite vous avez votre doctorat ou autre chose, mais tout le système universitaire ne produit des diplômés qu'à un certain taux. Mais dans la société précédente, on allait à l'école quelques années et puis ensuite on en bénéficiait pendant 40 ans. Mais ça n'existe plus. Maintenant, il y a ces gens qui sont en train de se reformer parce que nous ne pouvons pas attendre pour produire une nouvelle cohorte
par an pour produire la main-d'œuvre. Donc peut-être que nos principaux chercheurs ingénieurs de l'IA n'ont pas étudié l'IA à l'école parce que ça n'existait pas dans sa forme présente lorsqu'ils étaient à l'école il y a 10 ans. Donc je crois qu'il faut mettre en place des processus de test pour évaluer quelqu'un sur la base de leurs compétences plutôt que leur diplôme universitaire. Certains des membres de mon équipe de Deep Learning AI sont en train d'étayer des idées pour aider les entreprises et les gouvernements à identifier des compétences. Oui, je crois que c'est un très bon point parce que c'est partout et je ne crois pas que l'université puisse suivre le rythme à cause de l'évolution de la technologie qui va si vite. Donc ce sont des bons points pour ce qui est de regarder de la question différemment parce qu'il faudra si on veut avancer. Donc quel type de problèmes sont difficiles pour le RN? Alors oui, je ne sais pas ce qu'est le RN. Je ne sais pas, je vais attendre que le chat nous donne plus d'informations. Et on passera à la prochaine question. Alors, l'AI peut être assez complexe ou technique. Comment le rendre moins abstrait pour les néophytes? Alors, vous le savez, je crois que beaucoup d'entre nous essayons d'enseigner l'IA de façon moins technique. J'ai l'impression que les chefs d'entreprise et du gouvernement doivent prendre des décisions difficiles qui sont prises sans comprendre pleinement tous les aspects techniques de l'IA. Et donc, moi j'ai eu ma tentative, on visait un public néophyte pour comprendre ce que c'est la cartographie d'entrant et sortant, pourquoi est-ce que c'est difficile de déployer l'IA. Et je crois que c'est important pour les chefs d'entreprise de comprendre cela. J'ai vu aussi quelques chefs, quelques présidents d'université qui essayaient de travailler sur la question pour que d'autres gens puissent comprendre l'IA. Je crois que maintenant les gouvernements comprennent bien à quel point l'informatique en nuage fonctionne sans être ingénieur pour autant. Et donc, on voit cette meilleure compréhension qui peut se formuler de cette façon-là. Alors, pensez-vous que l'IA aura besoin de beaucoup de partenaires d'affaires, des gens qui peuvent traduire le besoin, plutôt que de se concentrer juste sur les gens qui développent l'IA, plutôt que de traduire les exigences d'affaires? Alors, il s'avère aujourd'hui que c'est très difficile de trouver assez d'ingénieurs d'IA, mais il y a une chose qui est plus difficile à trouver, ce sont les architectes d'IA, quelqu'un qui peut aller à une entreprise, un gouvernement et voir ce qui se passe et proposer comment faire avec de l'IA. Ça demande assez de jugement pour savoir ce qui peut être fait ou non en utilisant l'IA et assez de compréhension de l'entreprise ou de l'activité pour dire oui, vous devrez utiliser ça pour telle ou telle chose, mais pas pour autre chose parce que l'IA ne marchera pas assez bien par rapport à ce que vous voulez faire. Je crois que le rôle d'architecte de l'IA est encore plus difficile à trouver dans le monde d'aujourd'hui que des ingénieurs d'IA. Et je crois que c'est une bonne façon de passer justement dans ce sujet, si on commence à être sur le terrain sans être la personne technique dans la salle, et que vous apprenez à travers de la coexistence. Oui, des équipes interdisciplinaires. Je demande, parlez-moi de vos problèmes d'affaires, ne me parlez pas de vos problèmes d'IA, et je verrai si on peut apporter une solution IA, parce que parfois il y en a une, parfois il n'y en a pas. Alors, RL, c'est l'apprentissage par le renforcement.
Alors, quels sont les problèmes que ce type de formation ne peut pas résoudre? Ce type d'apprentissage par le renforcement est très intéressant pour la recherche. Et effectivement, moi, j'ai étudié ce type d'apprentissage lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat sur les hélicoptères. Ce genre d'apprentissage a beaucoup d'applications. Par exemple, lorsqu'on veut jouer à des jeux vidéo. Et ça va aussi avoir un grand impact sur la robotique. Mais actuellement, ce n'est pas tellement utilisé. Mais ça va avoir un impact sur la robotique, sur la logistique, sur l'optimisation. Mais je crois que il y a beaucoup plus d'applications qui font appel à l'apprentissage surveillé. Mais j'espère que l'apprentissage par le renforcement va trouver beaucoup plus d'applications à l'avenir. Comment est-ce que vous amenez les gens à réfléchir sur l'IA? Au début, on disait les gens utilisent l'IA plusieurs fois par jour, même sans s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on modifie l'état d'esprit? Je crois que toutes les personnes qui connaissent l'IA doivent passer le mot à d'autres. L'IA peut bénéficier à toute la société au fur et à mesure que les gens la comprennent. Et je me souviens de ma grand-mère. Elle s'inquiétait du progrès et elle me regardait de travers. Elle me demandait si moi, je n'étais pas dans le camp des méchants. Donc, elle me regardait un peu de travers. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des discussions à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, de l'entreprise, de la famille, pour favoriser le changement. Oui, c'est intéressant. On a tous et toutes ces souvenirs d'avoir parlé à nos grands-mères et nos grands-mères comprenaient bien la réalité grâce à leur vision et à leur expérience. C'est très juste. Donc, quel est le pouvoir que vous accordez au modèle d'IA, étant donné le risque d'erreur? Oui, d'un côté, il y a des systèmes qui recommandent des produits. Vous êtes sur Internet et on ne vous recommande pas un bon film. Ou on vous recommande, par exemple, une mauvaise efface et non pas la meilleure. Et puis aussi, les soins de santé où la sécurité des gens est en jeu. Pour ça, les enjeux sont très élevés. Ou dans un cadre de fabrication de produits. Souvent, au début, l'IA fait une recommandation à un expert humain et c'est l'expert qui doit prendre la décision finale. Lorsqu'on a mis en œuvre les projets pilotes dans le milieu des soins de santé, on voulait savoir qui était à risque de décéder dans les 12 prochains mois et on voulait faire des recommandations relatives aux soins palliatifs, mais on n'a pas pris de décision. Inaudible. On s'est adressé à la médecin responsable de Stanford et c'est elle qui prend connaissance des dossiers des patients et qui est responsable. Donc ça veut dire que faut toujours qu'il y ait un humain qui prenne une décision. Et il faut aussi mieux favoriser la sécurité dans les soins
dans les salles d'urgence. Le système d'intelligence artificielle ne fait que reproduire ce que fait l'être humain, et il y a des choses que l'IA peut faire ou ne pas faire. Donc il faut bien déterminer cela, et la prise de décision doit relever de l'humain. Oui, il faut vraiment dire que que les citoyens doivent être mobilisés, mais est-ce que vous avez vu des recherches qui montrent que les erreurs humaines sont peut-être tout aussi élevées, mais simplement on ne les traite pas de la même façon? Oui, c'est un commentaire intéressant. J'ai parlé aussi des biais et de l'équité lorsqu'on parle d'IA. Et il va falloir que les gouvernements réglementent cela. Actuellement, dans bien des secteurs, on peut développer des systèmes IA qui ont des biais inférieurs à ceux des êtres humains qui prennent des décisions. Mais on ne devrait jamais accepter même les biais les plus faibles. Mais c'est une question éthique délicate. Si est-ce que c'est l'IA qui est moins biaisée que l'être humain, alors qu'il doit prendre la décision? Ce n'est pas facile à trancher. Dans notre équipe, on a des normes de redevabilité qui sont assez floues. Disons on a un système qui recommande un produit et qui est déployé, et puis un an plus tard, quelqu'un va remarquer un problème. « Oh, est-ce que vous savez que vous recommandez ces produits et c'est un problème ?» Et puis ensuite, tout ça est diffusé dans la presse ou sur les réseaux sociaux, alors qu'il s'agit d'un produit qui est vraiment horrible. Oui, j'ai vu des sociétés de technologie qui ont évité de s'engager parce qu'elles ont peur de ce genre de scénario. Il vaudrait mieux que pour la société qu'on ait une norme très claire en disant, voilà, vous devrez respecter telle ou telle norme pour qu'on connaisse tous les règles, plutôt que d'avoir une entreprise qui fasse quelque chose sans se rendre compte que les gens, les hommes qui habitent là en Californie et qui portent une chemise bleue ne s'étaient peut-être pas aperçus de tout cela. Donc, il ne faut pas qu'une entreprise déploie un système et se rende compte qu'il y a maintenant une discrimination contre les hommes de la Californie qui portent des chemises bleues. Il y a des groupes qu'il faut protéger. On doit les identifier dès le départ, autant que possible, plutôt que d'avoir des entreprises qui feront telle ou telle chose. Et puis, 2 ans plus tard, parfois, les médias sociaux choisissent sélectivement certains résultats et ne représentent pas les choses de façon exacte. Donc, il faudrait qu'il y ait des normes qui permettent à l'IA d'avancer, mais de donner une clarté factuelle afin de réduire les biais plutôt que de prendre des exemples anecdotiques. Oui, c'est trop tard par après. Mais si on met toutes les cartes sur table au début et si on se concentre sur les résultats, je suis d'accord avec vous, ces discussions par la suite, que ce soit bien ou mal, seront bien meilleures. On est presque à la fin, je crois. Une dernière question. Est-ce que l'être humain sera toujours impliqué? Est-ce que l'être humain sera toujours impliqué? Je ne crois pas que l'être humain devrait toujours être impliqué. Par exemple, quand vous allez voir un site web qui vous recommande quelque chose, et il n'y a pas d'être humain qui intervient pour vous recommander un tel ou tel produit. Donc, je crois que ça dépend vraiment des applications. Il y a certaines applications dans lesquelles il y aura une intervention humaine. Mais je crois que ça dépend.
c'est au cas par cas. Et qui aurait cru que dans les avions, on aurait encore une intervention humaine, alors que la navette spatiale, elle peut fonctionner sans intervention humaine. Et donc, ça dépend des applications et des industries. Merci. Donc, c'est très bien parce que c'est très bien de terminer sur ce point. Vous avez donné des exemples dans lesquels les humains doivent intervenir et où les humains aussi n'interviennent pas parce qu'il y a beaucoup d'idées érodées là-dessus. Et cela crée des peurs qui peuvent entraver les progrès vers ce qu'on doit atteindre. Andrew, ça a été un véritable plaisir de converser avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et je rends la parole à notre maître de cérémonie. Merci Sarah et Andrew. Quelle excellente discussion et quelle façon merveilleuse de terminer la région. Canada par intérim à conclure cet événement en nous faisant part de ses observations et commentaires. Bien à vous, Marc. Bonjour, merci Samuel et bonjour à tout le monde. Sounds like I missed a very... J'ai manqué une conversation très intéressante et en particulier lorsqu'on parle de risques et de la gestion des risques dans le monde de l'IA. Alors, l'IA est devenue une technologie perturbatrice dans notre monde. Elle est de plus en plus populaire dans les systèmes de reconnaissance vocale. Le gouvernement du Canada est un leader en matière de technologie. Un certain nombre de techniques sont utilisées, par exemple en imagerie satellitaire. Alors que l'IA devient plus fréquente, elle a un impact dans notre vie quotidienne, par exemple en matière d'automatisation dont bénéficient tous les employés. Cela rend notre travail plus facile. On retrouve des outils dans Microsoft Office, ce qui permettent d'utiliser certaines applications et qui permettent des événements comme celui d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, notre monde va être de plus en plus automatisé. Par exemple, dans la gestion de l'information, l'IA va permettre d'automatiser la classification des documents, ce qui va alléger la charge des employés. Nous pensons que l'IA offre un grand potentiel d'améliorer les services, car elle va permettre de prioriser la charge de travail, ce qui aboutira à des résultats meilleurs et plus rapides pour les Canadiens. Voici certains exemples d'exploitation. Santé Canada, qui a un projet Cycloc, qui va élaborer une application qui va permettre de scanner les produits de santé et de détecter ceux qui ne respectent pas les normes du Canada. L'ISCC a lancé une boîte sur les médias sociaux qui répond à des questions en matière d'immigration à toute heure du jour. Et le Conseil de recherche du Canada a un projet pour améliorer le transport sur les voies fluviales. Et je sais que une des principales entreprises de télécommunications a une boîte de clavardage automatisée qui gère 75% des demandes des clients sans intervention humaine. Donc cette réalité existe et on doit s'y préparer. L'adoption de l'IA comporte des risques, des biais et des résultats inattendus. On a de plus en plus conscience sur des biais, en particulier lorsqu'il s'agit des données utilisées en matière de formation. Lorsque la formation ne représente pas tous les utilisateurs potentiels, on risque d'arriver à un produit déficient. On doit respecter la diversité canadienne pour ne pas avoir des systèmes qui perpétuent les inégalités. Voilà pourquoi on doit travailler de concert pour élaborer des produits IA pour comprendre les impacts potentiels pour certains groupes, les impacts négatifs.
Il faut réaliser le potentiel de l'IA, mais pour ce faire, il faut avoir des données de bonne qualité, qui soient pertinentes, qui puissent être lisibles par des machines. Les gouvernements et les ministères doivent s'y employer. Le public devient de plus en plus conscient des IA, de l'IA. Il s'agit de la protection de la vie privée, par exemple, et nous devons faire face à ces préoccupations alors que nous allons déployer les systèmes d'IA pour continuer à agir de façon responsable. L'IA permet au gouvernement d'améliorer les services aux Canadiens en fournissant des outils pour automatiser les décisions et les tâches. Le gouvernement fait progresser des stratégies d'IA pour améliorer les services aux Canadiens et aussi pour améliorer la gouvernance, alors que l'IA continue de transformer la vie des Canadiens. Le gouvernement du Canada a demandé à ce qu'on adopte une approche centrée sur l'humain, en tenant compte de l'ouverture, de la transparence, des biais, de l'équité d'accès, de la sécurité et de l'éthique. Pour favoriser cette approche, le Conseil du Trésor a émis une directive sur la décision automatisée, ce qui permet au ministère d'utiliser l'IA dans la prise de décision, mais en se demandant quand il faut impliquer l'humain ou non. Nous avons élaboré aussi des outils algorithmiques pour éclairer la prise de décision. Avec nos partenaires de la fonction publique, nous avons élaboré une liste de sources de données qui est disponible, qui permet d'utiliser de façon responsable l'IA en élaborant une liste d'écosystèmes d'IA. Une bonne IA est alimentée par de bonnes données. Les ministères utilisent de plus en plus l'IA pour mieux servir les Canadiens. L'adoption d'une technologie ne nous dispense pas de nos responsabilités envers les Canadiens. Il faut trouver un équilibre entre l'innovation et l'application des technologies avec un bon cadre éthique. L'utilisation de ces technologies en respectant les normes du Canada est essentielle. Le Canada fait de grands investissements pour favoriser la recherche en matière d'IA. Il y a des occasions sans précédent pour que le gouvernement du Canada tire parti de l'IA pour fournir de meilleurs services aux Canadiens. Le secrétariat du Conseil du Trésor va continuer à favoriser l'adoption par les ministères en les soutenant pour favoriser l'adoption de l'IA. Les événements comme celui d'aujourd'hui permettent un dialogue franc sur les avantages et les défis de l'IA et permettent à nos équipes de mettre en œuvre des systèmes d'IA pour favoriser nos systèmes et nos valeurs canadiennes. Merci et j'espère que vous avez une bonne conférence. Back over to you, Samuel. Merci beaucoup. Merci. Very interesting presentation today, and thanks for joining us. I also want to thank all of the panelists and moderators, and especially you, the audience, for joining us today for the annual Digital. Alors merci de vous être rejoint à nous pour ce forum annuel. Public d'avoir organisé ce forum annuel sur le gouvernement numérique ouvert, portant sur la puissance de l'intelligence artificielle. Mon équipe à ISDE collabore très étroitement avec des partenaires externes ici au Canada et à l'international. Mais le forum d'aujourd'hui m'a vraiment permis de confirmer qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour discuter avec des experts en IA. Ils sont partout au sein même du gouvernement du Canada et de nombreuses équipes sont à l'œuvre afin d'utiliser l'IA en vue d'améliorer nos pratiques et outils numériques, et ce, au service des Canadiens. Je pense qu'on peut être fiers et j'espère que vous êtes aussi motivés que moi à continuer à développer votre expertise et de réfléchir aux implications de ces technologies lorsque nous développons des politiques, lorsqu'on négocie les ententes de collaboration avec des partenaires étrangers ou lorsqu'on crée de nouvelles applications utilisées par nos collègues et nos concitoyens. Before I conclude, I want to...
Avant de conclure, je veux vous rappeler que votre rétroaction est très importante pour nous et je vous invite à compléter l'évaluation électronique que vous recevrez bientôt de l'école. Guettez le courriel de remerciement que vous recevrez. Tous les documents utilisés aujourd'hui seront disponibles dans les 2 langues avec plus d'informations sur les liens que nous avons utilisés. L'école a plus de choses à vous offrir. Par exemple, vous devriez voir busrides.ca. Vous pouvez également vérifier les événements à venir dans la nouvelle série du 1er décembre. On va se concentrer sur les normes et la gouvernance. Le 1er décembre, nous avons également la conférence des données qui aura lieu les 18 et 19 février 2021. Pour de l'information et devenir membre, vous pouvez contacter le groupe GC Collabs, Data Community. Membre, communiquer avec le groupe GC Collab de la communauté des données du gouvernement du Canada. I encourage you to visit. Je vous encourage à aller voir leur site web pour rester à jour et vous inscrire pour toute formation future. À nouveau, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Dans la journée et je vous souhaite une bonne fin de journée et un restant de semaine très agréable. Thanks all.